comparer ce que je vois là, c'est trop. Ah non mais les chats ont vraiment un bail à eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la deuxième partie avec Ruth Noémie que je t'ai déjà présentée dans une précédente vidéo sur la fast fashion et l'afroféminisme qu'on vient de tourner il y a quelques heures. Entre temps, on a mangé des crêpes, on a beaucoup parlé. Du coup, comme on le disait dans la première partie, il y avait un autre sujet qu'on voulait absolument aborder, enfin, que je voulais absolument qu'elle aborde parce que là, moi, dans ce bail-là, je m'y connais pas trop, qui est la Suisse coloniale oui. Et esclavagiste aussi, mais plus coloniale puisque la question esclavagiste, j'ai pas encore fait toutes mes recherches, donc on va plutôt se lancer sur la Suisse coloniale. Parce que comme je le disais dans la partie 1, en fait, j'avais découvert Ruth sur IGTV. Avec une story qui parlait de Karl Vogt et justement de l'implication de la Suisse en fait dans tout ce qui concerne c'était quoi, le commerce triangulaire? Ouais, c'était un peu tout ce qui concerne en fait le système colonial avec par exemple les pays tels que la France et la Belgique en fait. Dans lesquels la Suisse était impliquée. Parce que nous en Suisse on aime trop faire genre que c'est un pays full neutre, où il se passe jamais rien, où les violences policières ça n'existe pas, où les féminicides non plus, où voilà, c'est le pays de la neutralité et de la safitude et des banques évidemment. Mais c'est plus compliqué que ça, et c'est vrai que nous on entend beaucoup parler quand on est à Genève ou en Suisse romande de manière générale des problématiques qui se passent par exemple aux États-Unis ou en France surtout, et c'est vrai que les ressources autour de ces mêmes problématiques là, autour notamment du racisme systémique et tout, quand il s'agit de la Suisse, on a un peu plus de mal à les trouver. Typiquement les statistiques autour des violences policières en fonction de l'ethnie, etc. Pour les chercher, enfin pour les trouver, il faut les chercher quoi. C'est hyper galère, Voilà. Et il y a vraiment un truc ici de volonté de mettre les problèmes sous le tapis, de garder un peu le côté très lisse. Très lisse et très voilà, neutre. C'est un mot qui va beaucoup revenir de notre cher pays, et même si on aime notre pays, n'est-ce pas, ça ne nous empêche pas de parler de problématiques. Je pense que c'est hyper important justement quand on aime son pays de s'y renseigner et puis aussi d'accepter le fait que en fait, le pays dans lequel on vit, c'est pas un pays qui est parfait, et justement je trouve ça beaucoup plus sain d'être au courant justement de son passé et de remettre ça en question que les personnes justement qui préfèrent rester dans le status quo, parce qu'en fait ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris en fait, ces personnes justement qui, quand on ose justement pointer du doigt par exemple les failles d'un pays par rapport à son système de manière générale, et qui vont dire ah mais si t'aimes pas barre-toi, et t'es un peu là, mais en fait tu te rends compte que quand je dénonce ces failles là, c'est parce que toi aussi justement t'es pris pour un pion dans ces failles du système, et en fait le fait de le dénoncer c'est aussi pour améliorer le système, les conditions de tout le monde, alors que ces personnes qui sont là mais si t'aimes pas tu te barres, en fait ils font que de maintenir le status quo. Déjà en fait il faut savoir que je connais pas non plus l'histoire de la Suisse de manière tip top nickel, mais il faut déjà savoir que la Suisse, en fait la neutralité suisse lui a été imposée. C'est quoi la neutralité suisse pour les personnes qui savent pas ce que c'est le concept de neutralité? Parce que ça c'est un truc hyper important dans notre pays. Quand on est en cours, quand on étudie les guerres, quand on étudie l'économie, la politique, on insiste toujours sur le fait que la Suisse est un pays dit neutre. C'est quoi neutre? En fait, en gros, c'est-à-dire que quand il y a un conflit quelque part, par exemple, si on prend l'exemple du conflit qu'il y a entre les États-Unis et le Moyen-Orient, ou plus précisément l'Irak depuis des années, en gros, en fait, la Suisse, elle ne va pas s'y impliquer si par exemple souvent dans ce genre de conflit on va demander justement à certains pays de rentrer dans faire des alliances et tout pour faire des sortes de médiateurs et tout, et en fait la Suisse elle va pas le faire juste parce que justement c'est un pays neutre, donc elle est censée rester neutre, et il faut savoir que du coup on a un siège de l'ONU à Genève aussi. Voilà, et donc cette neutralité en fait donc c'est une neutralité qui pour la Suisse lui a été imposée. La Suisse n'est pas en guerre, elle rentre pas dans les conflits puisque justement elle a ce statut neutre. Par contre, ce qui ne lui empêche pas en fait de un peu s'immiscer dans certains conflits, par exemple en vendant des armes. Ça c'est un gros sujet. Ça c'est un très gros sujet, on va pas vraiment
s'y atteler, mais en fait c'est une des manières aussi où on peut expliquer pourquoi la Suisse n'est pas neutre, parce qu'en fait cette Suisse, les armes que vous pouvez voir dans les guerres qui se mènent au Yémen ou je ne sais où, en fait ces armes sont en fait fabriquées et sont vendues par des compagnies en Suisse. Et il y a plein de petits trucs comme ça où en fait tu vois, le truc c'est que du moment, moi j'ai toujours dit, du moment où en fait on parle d'argent quelque part, quand il y a toujours un petit bail d'argent, on sait que souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, la Suisse est quelque part. Et elle l'est pas directement, ou par exemple elle va pas venir directement, genre c'est pas elle qui se met sur le devant de la scène, mais elle est un peu en arrière-plan, justement en procurant des armes, en procurant ci, en procurant ça, et toutes ces choses-là. J'avais lu que comme en Suisse on a une expertise en termes de technique en horlogerie qui est vraiment très poussée et très pointue, notamment en nanotechnologie, que cette même technologie avait été reprise et utilisée pour créer des armes de précision. Et justement, c'est ce qui ferait, alors je dis bien ferait parce que genre, je suis pas sûre de pouvoir remettre la source, mais je dis par rapport à mes souvenirs, c'est ce qui ferait justement que les armes suisses sont très réputées grâce à cette précision qui nous vient de l'art horloger en fait, tu vois. Donc, cette neutralité a été très, on va dire, bénéfique lors des guerres mondiales et particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en fait la Suisse faisait pays tampon. Et c'est quoi pays tampon? Un pays tampon, en gros, c'est qu'en fait, comme la Suisse elle se trouve vraiment en plein centre de l'Europe, et que tu vois, t'avais l'Italie avec Mussolini, t'avais l'Allemagne avec Hitler, t'avais la France, t'avais toutes ces puissances, l'Angleterre avec Churchill, et t'avais toutes ces puissances justement qui se tapaient un peu dessus. Et en fait la Suisse c'était parfait puisque la Suisse déjà était neutre, donc en fait la Suisse elle ne pouvait pas en fait s'impliquer quelque part, mais c'était un bon moyen pour ces pays justement aux alentours de pouvoir un peu, pouvoir passer par le pays pour se rendre... Parce que, pardon, un truc qui est important à savoir, c'est qu'aussi 2/3 du pays c'est de la montagne. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle le plateau, qui est l'endroit le plus plat justement de la Suisse, où il y a les grandes villes, etc. Mais 2/3 du pays c'est vraiment soit les montagnes jurassiennes, les Alpes, bref, il y a tout plein de montagnes différentes, je les ai plus toutes en tête. Et en fait, moi j'avais entendu parler en cours que justement il y avait des négociations par rapport au fait de pouvoir traverser ces montagnes là, parce que c'est pas un endroit facile à traverser en fait, mais que justement comme c'est pas un endroit facile, en temps de guerre, c'est un bon moyen de fuir les ennemis, de se protéger. Ce qui est hyper intéressant par rapport à ça, lors de la Seconde Guerre mondiale, même si la Suisse n'était pas du tout impliquée dans quelle que soit la guerre ou quoi, en fait les Alpes, en fait toutes les frontières de la Suisse ont été aménagées de sorte à justement pouvoir se défendre de l'ennemi au cas où. Grâce aux montagnes. Grâce aux montagnes. En fait, encore aujourd'hui, tu peux trouver en fait des bases, des sortes de bases militaires, et je crois que, parce qu'en Suisse, si vous voulez, le service militaire est obligatoire pour les hommes. Et, tous les hommes au-dessus de 18 ans qui ont la nationalité suisse. Ouais, qui ont la nationalité suisse, il faut avoir la nationalité suisse, 18 ans en plus, et en fait il y a un moment donné, il faut passer le service militaire. Et si tu fais pas le service militaire, tu fais ce qu'on appelle le service civil. Mais en gros, tu dois répondre, en tout cas d'une manière ou d'une autre, au service. Et du coup, en fait, je crois que de temps à autre, ce service militaire, en fait, ils vont aussi faire des missions dans ces Alpes-là. Mais en fait, il y a des Alpes, en fait, carrément aménagées en Suisse où, en fait, ils ont un peu créé, c'est comme une sorte de bunker, en fait, mais pour pouvoir accéder, par exemple, aux chambres et tout. En fait, c'est genre, t'as énormément de portes à passer et tout. Pour justement, en fait, c'est vraiment tout un truc, un système qui a été créé. Comme un labyrinthe dans la montagne en fait. Exactement. En fait, sur les routes, ils avaient mis des explosifs, comme ça, s'ils se faisaient attaquer par l'ennemi, selon où ils rentraient, il y avait toujours moyen en fait de faire exploser ces lieux-là. Et ça donnait le temps justement au gouvernement de faire en fait, de réunir tout le peuple en fait et de les cacher justement dans les montagnes. Mais la Suisse justement a accueilli en fait certains juifs, les plus fortunés. Ça il faut préciser que les plus fortunés étaient acceptés. Du coup, ces gens ont ouvert des comptes en banque. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, la Suisse, même si lors de la Seconde Guerre mondiale, elle était justement censée être neutre, elle avait quand même beaucoup plus, on va dire, d'affinité avec l'Allemagne. Tu vois, le truc c'est que la Suisse elle aime beaucoup en tout cas s'exprimer sur le fait qu'elle a accueilli des juifs,
mais c'est juste qu'elle a accueilli, elle les a aussi justement rapatriés en Allemagne quand l'Allemagne leur a demandé de leur rapatrier les juifs qu'ils avaient en Suisse. Du coup, ben, ces juifs qui ont été rapatriés, qui sont morts en camp, bon, en fait, ils avaient ouvert des comptes en banque et leur argent en fait leur est resté dans les cantons suisses. Ouais. Et au moment où ils avaient été accueillis. Voilà. Et au lieu en fait de retrouver, parce que c'est pas très difficile souvent de retrouver les descendants, ou en tout cas les descendants de certaines personnes, au lieu de chercher les descendants de ces propriétaires, de ces comptes, qui du coup avaient été déportés, génocidés, en fait la Suisse a décidé de garder l'argent. De brouiller les pistes en fait pour pas... Voilà. En fait, en gros, c'était un héritage qui était censé aller du coup aux générations d'après et qui en fait n'a jamais été rendu entre guillemets à la famille en question. Exactement. Et en fait, je me rappelle, c'était il y a avant je crois que c'était, je sais plus si c'était avant les années 2010, mais c'était quelque part par là, où justement il y a eu un énorme scandale justement qui a éclaté. Je sais plus quel journaliste justement avait mené une enquête et qui avait découvert justement que l'or juif en Suisse. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que la Suisse justement elle a été beaucoup plus stricte avec le secret bancaire. Le secret bancaire c'est la même chose que le secret médical mais en termes de finances quoi. Voilà. Genre c'est-à-dire que techniquement, alors maintenant c'est fini ça, cette histoire de secret bancaire parce qu'il y a eu justement une polémique immense. Mais pendant de nombreuses années, la Suisse justement c'était un paradis fiscal pour beaucoup de criminels milliardaires et même juste d'hommes politiques ou des gens avec beaucoup d'argent pour justement fuir les impôts de leur pays, puisqu'en fait ils pouvaient très bien ouvrir des comptes en banque en Suisse et bénéficier de ce secret, c'est-à-dire que à aucun moment, sous aucun prétexte, pour aucune raison, les banques n'avaient le droit de révéler la présence de l'argent de ces personnes-là dans leur banque. Donc ça veut dire que là maintenant, si moi je commence à faire du deal et que je fais des millions et que je fous mon argent quelque part, et imaginons j'habite dans un autre pays et je fous mon argent en Suisse, techniquement on peut ne jamais retracer mon argent puisque c'est interdit avec le secret bancaire de révéler la présence de mon compte en banque. Voilà. Et donc ça a fait beaucoup scandale parce qu'il y a énormément de dictateurs, de criminels de guerre, de personnes qui ont eu un rôle extrêmement grave en termes de crimes contre l'humanité, etc., qui ont pu longtemps garder leur argent sale dans nos banques et ne jamais retracer cet argent par ces personnes-là. Mais il y a eu la fin du secret bancaire. Justement, là, donc il y a toutes ces questions du secret bancaire et tout. Qui aussi rentre dans la question de la neutralité suisse où tu vois, en fait tu peux te permettre d'avoir un secret bancaire parce que justement il n'y a rien de neutre là-dedans. Il n'y a rien de neutre là-dedans. En fait, dès qu'on touche l'argent, il n'y a jamais rien de neutre. L'argent n'est pas neutre en fait. L'argent n'est pas neutre du simple fait que l'argent elle a déjà une valeur, on lui a donné une valeur, que de cet argent justement et de la valeur qu'on donne, en fait c'est grâce à ça qu'en fait elle circule, donc l'argent n'est pas neutre. On sait très bien que de toute façon l'argent c'est un peu ce qui domine notre monde. Exactement, c'est l'argent qui domine notre monde, donc en fait comment est-ce qu'une chose qui domine notre monde peut être neutre Et comment un pays aussi riche avec justement autant de personnes milliardaires, millionnaires qui viennent se réfugier ici pourrait être neutre, sachant que l'argent c'est le pouvoir c'est la politique et voilà. Ceci explique cela. Nestlé c'est une entreprise suisse. Nestlé, c'est Nestlé les gars, genre plus écocidaire tu peux pas. Il y a des entreprises pharmaceutiques, Novartis, j'ai d'autres marques que j'ai pas en tête mais c'est des géants pharmaceutiques. Moi j'avais vu en cours et j'étais médusée de voir ça. Qu'une entreprise pharmaceutique extrêmement connue qui est vendue partout tout le temps dans plein de pays d'ailleurs exerçait ce qu'on appelle des essais cliniques. Donc en gros il faut savoir que alors je suis pas en pharma du coup je connais pas bien mais moi je parle de ce que j'avais appris du coup. Quand on élabore un médicament il y a d'abord des tests qu'on fait soit sur des animaux, alors je sais que maintenant c'est controversé et tout mais en pharmacie il me semble que c'est encore obligatoire je crois. Du coup il y a des tests qui sont faits, par exemple on regarde sur un rat la réaction du médicament, puis après on va faire une sorte d'équation chelou où on va convertir une formule du rat à l'humain et après il faut faire les mêmes tests sur un humain, sauf que faire des tests médicamenteux sur les personnes ça implique des gros risques, des risques de mort, des risques de développement de cancer, des risques de cécité, des risques de tumeurs, enfin il y a énormément de risques quand on étudie justement les effets d'un médicament sur une personne.
Et du coup, grâce au super concept de la délocalisation, les géants pharmaceutiques, en fait, plutôt que de trouver des moyens moraux, éthiques de tester leurs médicaments pour s'assurer du bon fonctionnement de ces médicaments, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se barrent au fin fond des Philippines, du Cambodge, de l'Inde, voilà, les mêmes pays où on va délocaliser les industries textiles, etc. Ils vont débarquer dans des villages où il y a peu de personnes qui sont lettrées, souvent des personnes voilà, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas parler anglais par exemple, voilà, des personnes extrêmement précaires. Et en fait, là il faut que tu vois le vice du truc hein, quand même. Donc il y a des gens qui débarquent avec des médicaments à tester et qui font signer, en gros, ils vont vers des personnes qui sont en situation de précarité et de maladie, parce que souvent du coup dans ces villages il y a des personnes qui souffrent de maladies qu'ils n'arrivent pas à soigner, et on leur dit en gros hey, on vous donne des médicaments gratuits. Donc à partir du moment où ces gens ont signé alors qu'ils savent même pas ce qu'ils signent, parce que justement ils sont absolument dans le besoin d'être soignés et qu'ils pensent qu'ils vont l'être, et ils se retrouvent à tester justement ces médicaments sur ces populations là, et il y a des conséquences dramatiques pour que nous après occidentaux on ait accès à nos médicaments qui ont été modifiés, adaptés. On a regardé les effets que ça faisait sur ces populations là, on a vu que ah non en fait le médicament avec tel dosage il crée des cancers, avec tel dosage il provoque la mort, etc. Et il y a énormément de familles qui ont subi justement ces essais cliniques, qui pensaient vraiment qu'elles allaient être sauvées grâce aux médicaments des pharmacies suisses, mais qui n'avaient pas compris et qui n'étaient vraiment pas en position d'ailleurs, qui n'étaient pas capables de savoir qu'en fait un essai clinique comporte des risques, et des risques hyper graves en fait, parce qu'en gros on a joué sur leur misère et leur précarité et leur détresse de santé. Et tout ça pourquoi ? Pour que nous après on puisse aller gentiment chercher nos médicaments adaptés, safe, avec des effets secondaires moindres, même si bah voilà c'est pas toujours le cas. Et moi j'avais découvert ça et je me suis dit mais comment c'est possible ? Enfin justement comme on m'avait bourré la tête avec l'idée que la Suisse était un pays safe et neutre et je sais pas quoi, j'apprends que les géants pharmaceutiques qui sont suisses pratiquent ça depuis des décennies partout dans le monde, et justement parce que ça coûte pas cher. Je sais pas si vous avez entendu, je pense que certains d'entre vous ont vu passer la polémique où c'était pendant une interview, je sais plus si c'était sur BFM ou je sais plus quoi. Oui. Sur le Covid, sur les vaccins sur le Covid. Ouais, de faire les vaccins sur le Covid et tout, et t'as la journaliste qui dit ouais mais vous pouvez aller faire le test en Afrique et tout, et t'as le médecin qui dit ah ouais ça pourrait être... Et que en fait ce soit genre aussi tranquille, aussi chill que ça. J'étais genre, moi quand j'ai vu ça j'étais un peu là, waouh. En fait ça montre justement du rapport en fait, justement de l'Occident par rapport en fait au Sud global, où justement pour eux ils voient que ça a toujours, le corps non blanc a toujours été perçu comme en fait un corps étranger, exploitable, et puis un corps justement qui est plutôt là pour en fait faire des tests, expérimenter des choses. Voilà, c'est un corps expérimental, parce qu'on, tu vois, la vie elle est considérée comme moindre, donc c'est un corps expérimental. Et ce qui est intéressant de voir que ce soit des pharma suisses qui fassent ça, ben en fait ça montre justement aussi le rapport en fait de ce néocolonialisme qu'on a en Suisse, un néocolonialisme en fait ou un colonialisme de manière générale qui est en fait très 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 refuté en Suisse, puisqu'en fait la Suisse n'a pas envie d'admettre ce passé-là. Et la Suisse ne parle pas, parce que en fait il faut vraiment creuser, et il faut creuser très très loin pour pouvoir en fait apercevoir une bribe en fait de l'histoire esclavagiste et coloniale de la Suisse. Un simple exemple, Neuchâtel. Neuchâtel, c'est une des villes qui, je pense, détient, en tout cas, les grands noms qu'on peut trouver là-bas. Pury, Pourtarlès, Demeron, c'est toutes des grandes familles neuchâteloises qui ont fait leur thune sur l'esclavagisme. C'est des familles en fait qui ont participé au commerce triangulaire. Il y a eu du coup Neuchâtel, parce que du coup toutes ces grandes familles justement, c'est des familles justement bourgeoises qui ont fait leur thune dessus. À Genève, il y a eu avec par exemple les cofondateurs de la Croix-Rouge qui sont Gustave Moignet et puis Henri Dunant, qui justement, le premier Moignet était colon et recruteur au Congo à l'époque de Léopold II, quand en fait le Congo-Kinshasa était une propriété privée
du roi belge Léopold II. Donc je pense qu'il a commis un des plus gros massacres, un des plus gros génocides au monde. Et c'est seulement cette année que la Belgique s'est excusée en 2020, donc, en 2020, ouais. S'est excusée en fait de cette période de l'histoire. Et le deuxième, donc Henri Dunant, lui était petit colon en Algérie, à Sétif, où il était en lien, lui, avec le gouvernement français de Napoléon III. Grand respect avec ce que fait le travail de la Croix-Rouge, mais comme dans toute chose, on va pas nier, on va pas nier qu'en fait l'essence du truc, les fondateurs justement de cette Croix-Rouge ont en fait été des gros colons et gros racistes, esclavagistes qui ne s'en cachaient pas. Enfin, en tout cas, et en plus, les noms de nos écoles de commerce, de nos collèges, etc., bah déjà forcément la plupart c'est que des noms d'hommes. À l'époque des Lumières, à l'époque de la grande philosophie, etc. Et en fait, nous, on a ces noms en tête. Henri Dunant, c'est le nom d'une école de culture générale ici. Karl Vogt, c'est un nom, là dans une université, il y a le boulevard Karl Vogt, etc. Enfin, il y a le bâtiment Karl Vogt aussi. Il y a le bâtiment Karl Vogt de l'université. En fait, en gros, nous, dans notre éducation, implicitement, de façon diffuse, on a ces noms comme des figures justement d'instruction, de modèles un peu, entre guillemets, mais leurs noms, ils sont tellement présents dans nos villes, dans nos écoles, etc., que du coup, on remet pas en question, on sait pas en fait concrètement ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait. On sait juste qu'elles sont associées à l'instruction et à l'éducation, que c'est quelque chose de positif du coup. Bref, il y a plein de noms comme ça qui reviennent, et puis qu'en fait, tu te rends compte, justement, comme tu as dit, si tu creuses un petit peu, que déjà, la plupart c'est des hommes, donc bon, ça c'est pas étonnant, mais qu'en plus de ça, en fait, ils ont eu des implications dont on parle jamais. Donc en fait, le bâtiment de ton école, il a un nom, mais on sait pas ce nom, qu'est-ce qu'il représente concrètement et quel rôle il a joué dans l'histoire. C'est ça, et en fait, moi ce que je trouve très on sait seulement une partie. On sait qu'une seule partie, et c'est ça que je trouve très problématique avec l'histoire, parce que en fait, ces derniers temps, il y a eu énormément justement de débats autour de la question du déboulonnage des statues, de renommer les rues et tout. Et en fait, moi ce qui m'énervait des réponses justement un peu des personnes qui étaient un peu contre ça, c'était un peu là, mais on peut pas effacer l'histoire. Et en fait, le truc, on n'est pas en train d'effacer l'histoire, je veux dire, ces gens sont déjà dans l'histoire, sont rentrés dans l'histoire, ils vont pas en disparaître. Et ça, c'est un truc que je suis toujours en train de me dire, mais en fait, pourquoi les gens ils sont toujours comme ça attachés à cette question de l'histoire? Parce qu'en vrai, tu vas à la bibliothèque, tu prends un livre, si tu sais lire, les mecs, tu peux lire. Moi, les informations que j'ai lues sur Karl Vogt, que j'ai lues sur Henri Dunant, sur Gustave Moynier, c'est des éléments que j'ai lus parce que c'était des articles que j'ai lus sur internet, c'est des bouquins que j'ai chopés à la bibliothèque. C'est surtout pas par l'écriteau qui était sur la statue qui va pas te dire que c'était un esclavagiste. Exactement, tu vois. Et en fait, en gros, nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut les évincer de l'histoire, parce que de toute manière, ils sont dans l'histoire et on peut pas les évincer de l'histoire. On est tout simplement en train de dire, c'est soit si vous voulez les mettre dans l'espace public et leur donner justement, les honorer aux grands yeux de tous, mais en fait, c'est soit vous dites toute l'histoire. Déjà, ça c'est du racisme institutionnel. Quand on parle de racisme institutionnel, on parle de ce genre de racisme-là. Mais quand c'est pas assumé et qu'après les gens ils osent justement remettre ça en question et qu'après les autres ils vont se défendre en disant oui, mais c'est l'histoire. Non, c'est pas l'histoire, c'est un choix politique. Blanche, masculine. Oui, mais c'est un choix politique. Je suis désolée parce que les noms de rues, les noms de bâtiments, en vrai, quand tu les donnes consciemment. En fait, c'est des conseils qui se font. C'est pas un jour quelqu'un qui est arrivé qui a dit ça va être calme. Non, ça a dû être quelqu'un qui a dû proposer l'idée et ensuite ça a dû être voté. Françoise Vergès a fait une vidéo justement sur IGTV aussi qui est hyper intéressante, où elle parle justement de la question du déboulonnage et de comment en fait ce déboulonnage, en fait, le fait d'ériger des statues, c'est pas une question seulement d'histoire, c'est une question politique. Là en ce moment il y a aussi la question de déboulonner la statue de David de Pury à Neuchâtel, parce qu'il y a une place qui s'appelle la place Pury, et il a érigé en fait une statue de David de Pury, donc qui était justement lui esclavagiste et tout, et en fait qui a fait en fait sa fortune dessus. Et ce qui est assez, moi ce qui me fait rire, hein, mais plutôt rire jaune, c'est quand vous allez en fait vers la statue et que vous lisez la plaque. En gros, vous voyez que la ville de Neuchâtel remercie David de Pury, parce qu'en fait David de Pury a financé apparemment énormément de choses pour la ville de Neuchâtel. Et c'est tout simplement écrit qu'il a en fait fait fortune grâce au commerce. Commerce. Mais neutre. Voilà, mais c'est pas précisé quel commerce, c'est juste mis commerce, tu vois. Et tu sais que quand ils précisent pas le commerce,
tu sais très bien de quel commerce on parle. Quand les gens sont toujours un peu là à dire oui, mais vous êtes en train d'effacer l'histoire, tu vas dire non, parce que dans 20 ans, tu peux retrouver un article qui parle de ça. Donc l'histoire, ton David de Pury, ton David de Pury, il parle pas de l'histoire. On le veut juste pas dans notre face tous les jours parce qu'on n'a pas besoin de savoir qu'un mec raciste, esclavagiste en fait est honoré par une ville. On sait qu'on vit dans un monde raciste en fait. Et soit du coup les gouvernements, les sociétés en fait l'assument pleinement et se disent justement racistes et du coup comme ça quand ils posent justement les statuts, quand ils nomment les rues et tout avec des personnes problématiques, au moins on est au clair. Tu vois, moi franchement en vrai, comme je l'ai dit, si c'était ça, j'aurais aucun souci. Au moins on est au clair. Mais cette hypocrisie de dire « Oh mais non, on n'est pas un pays raciste, on vit pas dans une société raciste », mais qu'après, derrière, tu nous donnes des noms de rues, tu nous ériges des statuts de mecs qui étaient eugénistes ou qui justement qui faisaient du commerce triangulaire et qu'après tu viens me dire, alors que ces choix-là, c'est des choix qui ont été faits consciemment, c'est des choix politiques qui ont été faits justement pour nommer ces rues, pour ériger tel ou tel statut, et qu'après on vient de me dire « Mais non, mais tu sais, la Suisse c'est pas un pays raciste, ou la France c'est pas un pays raciste, ou l'Angleterre c'est pas... » En fait, t'as envie de dire, soit on ferme sa gueule, soit on dit la vérité. Soit vous me dites que vous êtes raciste et on est au clair, tu vois, soit en fait vous essayez justement d'accepter les critiques et en fait d'en faire quelque chose. Ou après c'est un peu ce truc où on va essayer de nous faire passer nous pour les méchants, alors qu'en fait nous on est tout simplement là pour remettre en question. Et je pense que c'est hyper important, surtout en Suisse, de remettre en fait la Suisse en question. C'est giga important parce que la Suisse, j'ai un peu l'impression qu'elle ne se remet pas en question, ou quand elle le fait, c'est de manière très ok, on s'est remis une question une fois, c'est bon, c'est fini. Et par contre, la Suisse, j'ai un peu l'impression qu'elle se prend pour un pays du Nord, genre la Suède, tu vois. Ou mais vraiment, parce que la Suède, il y a énormément de lois qui sont passées, genre le mariage homosexuel, 47 c'était passé, enfin, il y a plein de trucs comme ça où la Suède et les pays du Nord, de manière générale, enfin d'Europe du Nord, ça fait déjà depuis belle lurette que certaines choses, pour eux, c'est choses acquises, tu vois. Alors qu'ici non, mais par contre la Suisse elle se comporte comme si c'était un pays du Nord, alors que non, elle était un peu là, mais en fait les gens, on est en 2020 et c'est cette année qu'on a dû en fait voter pour voir si on pouvait, enfin qu'il y a eu un référendum pour pouvoir faire passer justement le mariage homosexuel, enfin c'est un peu ce truc où t'es un peu là, on est en 2020, c'est en 1947 pour la Suède. 1947, c'est un truc de malade de te dire qu'en Suède ça fait depuis 47 que c'est chose acquise, et en Suisse ça fait que depuis 2020 et que la Suisse elle a un peu l'impression de se considérer un peu comme un pays du Nord, tu vois, et alors que t'es un peu là, en fait il y a énormément de choses, on est en retard, mais genre vous vous en rendez pas compte. De ouf. En fait, ouais, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un pays genre ultra progressiste, où tout va bien, etc. Mais alors... Parce qu'en fait, il y a aussi le bail de la démocratie directe qui donne l'impression, parce qu'on vote tout le temps aussi, il faut le savoir. Hein, et ça, par contre, il y a aussi, je sais, une chose à dire par rapport à cette question de démocratie directe. Ça a l'air tout beau, tout joli et tout. Et effectivement, tout le monde peut. Enfin, toute personne avec la nationalité suisse. Du coup, c'est seulement si tu es suisse que tu peux faire un référendum, enfin, en tout cas, lancer quelque chose, faire signer un référendum, faire passer un référendum ou quoi que ce soit. Ensuite, il faut récolter 100 000 signatures. Va trouver le temps de récolter 100 000 signatures. Ok? Ensuite, une fois que tu as récolté tes signatures, tu dois l'envoyer aux 2 chambres. Ça doit passer par les 2 chambres. Tu vois? Pour justement que ce soit considéré comme un vote national. Mais en fait, c'est tout un processus qui prend du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Du coup, c'est pas un processus qui est hyper facile. Donc, c'est hyper joli quand ils nous disent ouais, démocratie directe, on peut faire tout voter là. Mais en vrai, c'est pas tout le monde qui a les moyens ou la possibilité de le faire. Et puis, pas tout le monde peut voter. Pas tout le monde peut voter. Parce qu'il faut aussi savoir que la Suisse, c'est une confédération. Du coup, c'est plein de petites fédérations, voilà, ensemble. Et on a en fait, moi c'est un truc que j'ai remarqué seulement depuis cet été quand justement j'ai pas mal de, justement quand j'ai fait mon camp, j'ai pas mal de potes français qui m'ont dit que la Suisse leur faisait penser qu'en fait la Suisse c'était les États-Unis d'Europe. Et en fait quand ils m'ont dit ça, depuis j'arrive pas à ne pas le voir. Et c'est un truc grave, sincère. Parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment ce truc où chaque État a ses lois, et puis en fait, ils sont réunis autour après d'un même président, mais
il y a quand même ce truc où genre, ils sont très autogérés en fonction des États. Vraiment, chaque canton a ses propres, et puis, enfin, a ses propres règles, ses propres lois. Après, il y a des lois fédérales que tout le monde doit suivre. Mais de manière générale, après il y a des lois qui sont vraiment propres en fait à chaque canton. Moi je me suis vraiment rendu compte de cette disparité, du fait que chaque en fait canton vivait pour sa propre gueule. C'est là que j'ai aussi compris en fait que c'était aussi très difficile d'avoir une histoire qui était unifiée, parce que ben en fait quand moi je parlais avec mes potes français, anglais, italiens, voilà, et qui me disaient mais comment ça se fait que tu connaisses aussi bien notre histoire et tout? J'étais un peu là, mais parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. C'est vrai que nous à l'école on apprend souvent l'histoire des autres pays, mais ouais, et peu la nôtre. Et quand ils me demandaient de raconter des trucs de la Suisse, j'étais un peu là, à chaque fois ça me prenait du temps de trouver des éléments et tout. Et c'est arrivé en fait à l'Uni que j'ai découvert, comme j'ai commencé à être pote avec des Genevois, avec des Valaisans, etc., que j'ai découvert en fait un autre pan de l'histoire suisse. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait de la lacune, et c'est là que j'ai aussi compris le pourquoi du comment en fait le passé colonial et esclavagiste de la Suisse, on la voyait pas du tout, parce que déjà on n'est pas unifié entre nous, ouais. on connaît pas les histoires des uns et des autres, tu vois, dans le pays même, et même par rapport à la démocratie directe, justement comme il y a ce manque d'unicité, et bah du coup t'as beau commencer à faire des initiatives pour des lois nationales, il y a pas en fait il y a pas de, en fait ce qui rassemble la Suisse c'est dur à trouver. D'accord, les montagnes, d'accord l'horlogerie, d'accord le fromage à la limite, et la neutralité. La neutralité, c'est un des trucs qui nous, depuis que t'es commun, on t'explique que c'est l'identité de ta nation, et c'est un peu le seul truc que tu peux sortir quand on t'explique en gros qu'est-ce qui te fait te sentir être suisse. C'est la neutralité. Et pourtant on voit que c'est neutralité, en fait bullshit. Moi la Suisse c'est un pays que j'adore de ouf, c'est un pays que je trouve magnifique, c'est un très beau pays. Après, ça coûte cher par contre de venir ici. Ça coûte très cher, ça coûte très cher même d'y vivre. Mais après de manière générale, je suis très fière, enfin je suis contente d'être suisse, tu vois. De manière générale, il y a un aspect sécuritaire aussi. Ouais, enfin voilà, il y a un peu, enfin il fait quand même bon vivre et tout. Après, bah, comme tout autre pays, il y a clairement, enfin la Suisse elle a aussi, tu vois, ses problèmes et tout, et c'est hyper important de les pointer du doigt, parce que justement moi je trouve que les personnes qui veulent absolument faire une omerta sur une partie de l'histoire, et que parce que on ose dénoncer en fait une partie de l'histoire suisse, et qui vont dire ah mais si du coup si vous n'aimez pas la Suisse, si ça vous pose problème, barrez-vous. En fait moi j'ai toujours envie de dire à leur personne, à ces gens là, non en fait tu vois, moi j'aime tellement la Suisse. J'aime tellement la Suisse qu'en fait je me suis intéressée à son histoire, tu vois. Je me suis intéressée à son histoire pour essayer de comprendre comment est-ce que cette Suisse elle s'est construite. Que justement en m'intéressant à son histoire, j'ai découvert une facette de cette Suisse que moi on me racontait pas. Et moi, pour moi, les personnes qui osent justement s'intéresser à l'histoire et découvrir en fait des faces cachées, des faces sombres du pays, bon, en fait pour moi ça c'est des personnes qui, pour moi, que je considère qui aiment leur pays, parce que au moins ils s'intéressent. Les extrêmes droites ou les nationalistes en fait ils me font plus pitié qu'autre chose en fait, parce que dans beaucoup de cas en fait c'est des gens, non seulement tu sais qu'ils sont conduits par la peur, donc en fait c'est une peur qui est infondée, enfin c'est une peur qui est infondée du sens où c'est une peur qui a été construite en fait dans un imaginaire qui en fait un imaginaire qui est basé sur des stéréotypes, tu vois. Du coup c'est une peur qui est fondée là-dessus, mais aussi c'est des gens en fait qui me font mal au cœur, parce que tout ce qu'ils font, et eux ils se rendent pas compte, c'est de se maintenir dans le status quo. Tu vois, quand par exemple j'entends des gens dire que en fait ils aiment pas les étrangers parce que ça fait 20 ans que le mec il galère et qu'il trouve pas en attendant, et t'as envie de dire toi t'es chiant, ouais, et t'as envie de te dire parce que c'est les étrangers, c'est la noire ou l'arabe qui vient prendre son travail, et je suis un peu là, mais en fait t'es en train de parler de la meuf qui galère encore plus que toi. Et en fait tu penses que c'est elle qui vient choper ton travail, c'est elle en fait le problème, alors que justement elles sont en train de galérer 2 fois plus que toi. Dans l'histoire on a Bernard, attends. Bernard en fait c'est un milliardaire, c'est un riche. On a Gérard c'est le mec en fait classe moyenne, mais moyenne inférieure, qui commence justement un peu à dégringoler, parce que justement avec le système économique en ce moment, avec tous les bails du gilet jaune et tout, ça commence à être galère. Et puis Gérard pense que si sa situation se dégrade, c'est à cause de Fatima, parce que du coup il y a Fatima c'est une femme immigrée et tout, qui justement elle galère déjà de base pour justement te faire rejoindre les deux bouts. Et le truc c'est que ce qui se passe c'est que bah voilà, Gérard, ça fait des années qu'en fait il nous dit que lui il aime pas les étrangers comme Fatima, parce que c'est à cause des étrangers comme Fatima que lui il galère dans sa vie. Et le truc c'est que
Fatima, en fait, elle est en dessous de Gérard. Donc Fatima, elle galère encore plus. Mais ça fait des années que Gérard, en fait, lui, il s'attaque, genre, sans relâche sur Fatima. Alors, pendant que, justement, Gérard se lâche sur Fatima, bah, Bernard, lui, il continue. Bernard le milliardaire. Ouais, Bernard le milliardaire, lui, il continue à faire du bif parce que, en fait, comme le truc, c'est comme Gérard, lui, s'attaque à la mauvaise cible. Parce qu'en fait, si Gérard il galère, c'est à cause de Bernard. Parce que c'est Bernard, en fait, qui lui prend tout son argent. Parce qu'on vit dans une société capitaliste. Donc, Bernard, non seulement, en plus d'utiliser justement de la force motrice humaine, bah, en fait, qui sous-paye, bah, il fait du profit énorme. Et du coup, lui, justement, il enfloue tous ses. Sauf que Bernard convainc Gérard que le problème c'est Fatima pour que Gérard ne se retourne pas contre lui. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et en fait, du moment où vous comprenez le fait que Gérard, il s'attaque à Fatima, alors que Fatima, en fait, elle, quand elle milite, une fois qu'elle milite, ben, elle emmène tout le monde avec elle. Donc, c'est vraiment pour libérer tout le monde. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, pendant que Gérard, en fait, il s'acharne sur Fatima, Bernard, lui, il continue à le dépouiller. Et en fait, du coup, Gérard, il croit que c'est toujours Fatima le problème, alors qu'en fait le problème n'a jamais été Fatima. Parce que Fatima, pendant que lui il est dépouillé, Fatima elle est dépouillée aussi, mais elle est dépouillée deux fois plus. Et du coup, ben, tu vois, elle galère encore plus, alors que ben, en fait Bernard, lui, ça fait maintenant depuis des années que lui, en fait, sa fortune, elle n'a pas arrêté d'augmenter, alors que celle de Gérard et de Fatima, elle a toujours... Et d'ailleurs, sa fortune, elle ne fait qu'augmenter en alimentant le conflit entre Gérard et Fatima. Voilà. Parce que du coup, tant qu'il se tape dessus, lui, en attendant, personne ne le target, il continue à faire son petit bif, personne ne voit le problème avec lui, et qu'ils s'entretuent entre eux, et voilà. Exactement. Et justement, pour moi, Gérard, c'est un peu le profil de la personne nationaliste, justement, qui s'attaque à une personne justement comme Fatima, immigrée, alors qu'en fait la personne qui devrait justement s'attaquer et que tout le monde devrait s'attaquer, parce que déjà la personne immigrée elle s'attaque déjà au Bernard Arnault. Fatima elle veut déjà en fait atteindre Bernard Arnault, tu vois. Elle en a rien à foutre de Gérard, parce qu'elle sait très bien que Gérard c'est pas lui le gros problème. Gérard il fait juste partie d'un système, donc elle va essayer de lui faire justement de le rendre compte de ce système là, mais en fait à la base elle veut s'attaquer à Bernard, mais le truc c'est que Gérard lui fait barrière. Donc comment tu veux que le système il change si Gérard fait barrière alors que le problème c'est Bernard? Non mais vraiment et Bernard continue de créer des Gérard et en fait, pour faire des barrières à des Fatima. Moi c'est le truc où quand une fois j'ai raconté ça à un mec qui lui était aussi fervent croyant de l'UDC, quand je lui ai expliqué, boum, mais je crois que tu te rends pas compte, quelques jours plus tard il vient m'écrire sur Facebook en me disant mais Ruth vraiment merci de m'avoir expliqué le truc. Ça lui a ouvert les yeux sur plein de trucs. C'est de lui qui s'est rendu compte qu'en fait il commence à avoir une haine envers des personnes sans aucune aucune raison, alors que le problème c'était pas ces personnes. Tu vois? Je trouve que c'est très parlant comme exemple. Mais je trouve que c'est aussi... Je vais faire des petits dessins même si tu veux. Et le truc c'est que du moment où en fait les personnes justement nationalistes, racistes ou tout ce que vous voulez ne vont pas s'attaquer à la bonne cible et vont continuer à s'attaquer aux personnes encore plus vulnérables qu'elles, en fait le système il va pas changer, parce que du coup ça fait que les personnes qui elles sont la cause du problème, bah elles sont toujours protégées, parce que vous les regardez pas elles, vous regardez celles que vous pensez qu'elles vous font croire qu'elles sont le problème alors qu'elles ne le sont pas. Bah, du coup parce que le truc c'est qu'il faut faire trembler ce truc, et le truc c'est qu'en fait après c'est que ces personnes comme Bernard, en fait les personnes comme Bernard elles sont aussi justement elles se sentent aussi en sécurité, parce que bah, y a la police, et comme je l'ai toujours dit, la police elle ne protège pas le citoyen. La police elle protège les intérêts des riches et le capital. La police, elle fait en fait barrière entre le peuple et le gouvernement et les riches. Et du coup, ben, cette police-là, en fait, elle va protéger le gouvernement et les riches, et en fait, elle va en fait donner cette impression de protéger la population, alors que c'est pas le cas. C'est un peu comme si la population c'était Fatima, la police c'était Gérard, et les riches et l'État, c'est Bernard. Mais parce que souvent, mais le truc c'est que souvent, en plus, les Gérards, en fait, souvent, ils vont être justement pro-police, ou ils vont rentrer dans la police
en pensant que c'est en combattant des Fatima qui vont s'en sortir, alors qu'en fait ils sont en train de protéger des gens qui leur mettent à l'envers. Voilà. En tout cas, merci pour ces explications très claires et concrètes. Mais un plaisir, merci. Si t'as envie de suivre Ruth sur ses réseaux sociaux, elle a un compte Instagram, une chaîne YouTube. Il y a déjà des vidéos que j'ai recommandées qui sont super intéressantes. Je t'invite vraiment à la suivre. En tout cas, pour moi, c'est une super rencontre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore faire ces vidéos parce que je rencontre toujours des gens incroyables. C'est trop bien. N'hésite pas à témoigner, critiquer, réagir dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Ciao.